Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes heureux. Un live un tout petit peu particulier, un live exceptionnel. Nous ne sommes pas lundi, donc il ne s'agit pas d'un talk à l'IRA. Je suis en compagnie de Mathieu Bonetti et de Sam de Notre Guardian, voilà, il est un peu tard chez lui, donc voilà, je le remercie d'être resté si tard pour pouvoir discuter avec nous. On va parler de Notre Guardian, qui est une solution que j'aime beaucoup. Pas mal d'entre vous avaient abordé le sujet avec moi. Il me dit voilà, c'est génial, on en parle beaucoup, mais on est un tout petit peu perdu et puis on aimerait bien comprendre, on aimerait bien que quelqu'un nous fasse une visite guidée. Et figurez-vous que déjà pour la visite guidée, je vous ai prévu deux personnes. Mathieu, qui apparemment aurait écumé la plateforme en large et en travers, et puis l'un de ses architectes, Sam, si à un moment donné il y avait une porte cachée qui n'avait pas été relevée. Donc pour celles et ceux qui sont peut-être les plus distraits de l'écosystème, Sam, dis-nous, bah déjà rappelle-nous qui tu es pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Donc très rapidement, mon background, je m'appelle Sam. Certains me connaissent peut-être via le Journal du Coin qu'on a lancé, il me semble, en 2017 ou en 2010, ouais, 2017, qui est un média d'actualité qui couvre ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies. Et Node Guardians, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme pour les développeurs de niveau intermédiaire à expérimenter qui va permettre de challenger, de tester ses compétences sur des problèmes de programmation que l'on appelle des quêtes. Et donc là, en tant que quête, on est un peu dans le lexique, la sémantique du jeu vidéo, du jeu de rôle. On essaye de faire en sorte que l'expérience s'apparente un peu à un jeu de rôle où vous vivez une histoire et vous débloquez le dénouement de cette dernière en codant. Et à chaque fois que vous franchissez une étape, à chaque fois que vous trouvez la solution à un problème arbitraire, vous avez cette histoire qui se développe. Mais si ce n'est pas votre cas, vous pouvez aussi sauter cette dernière. En retour, vous recevez une attestation sous la forme d'équipement pour votre personnage qui va prouver que vous êtes en mesure de faire certaines choses. Que vous êtes familier avec ce design pattern, que vous êtes familier avec Cairo, etc. Et vous avez donc cette représentation visuelle de qui vous êtes en tant que développeur. Mais il y a aussi pas mal de petites choses qui sont assez subtiles que vous pouvez débloquer en étant aussi agile et en étant un des premiers solvers d'un challenge X, Y ou Z. Le but final, c'est d'essayer de résoudre le problème suivant, créer une expérience d'onboarding de qualité pour les développeurs expérimentés sur des écosystèmes crédibles. Parce que finalement, on a besoin de bons développeurs sur DL1, DL2, DL3, ce que vous voulez, afin que ces derniers construisent de bonnes applications qui, à terme, vont permettre à des utilisateurs d'utiliser la solution et, dans une certaine mesure, rendre ces systèmes viables et permettre de contribuer à la fameuse adoption de masse, même si c'est un terme avec lequel je préfère être prudent. Donc voilà un peu l'idée. Créer une expérience d'onboarding correcte avec le moins de bullshit au possible. Pas de paywall, pas de pop-up ou de choses qui peuvent être éventuellement, on essaye d'enlever un maximum de friction et créer un environnement sympa pour le développeur pour tester ses compétences et à terme faire des choses qui ont du sens. Donc avec ces preuves de compétences, vous pouvez peut-être contribuer à de l'open source par la suite, obtenir un grant auprès d'une fondation X, Y ou Z, ou peut-être même trouver un boulot. Après, beaucoup de choses restent à construire sur la plateforme et j'espère que celle-ci sera encore plus exhaustive, complète d'ici quelques mois. Voilà pour pour la petite high level, l'explication, le petit tour de la petite présentation. J'ai du mal à trouver mes mots, un peu fatigué. Désolé, mais voilà, merci Le pour pitch. l'invitation. Et merci à Cédéon qui est un solver, un gardien aguerri. Voilà, Tout à fait. d'accompagner. Et on va donc effectivement avoir la parole de notre gardien, Mathieu Bonetti pour les intimes. Promotion Rinkubi, développeur. Donc voilà, c'est promotion Rinkubi. Mes souvenirs, je crois que c'est la promotion qui a eu le plus de développeurs. Vous étiez 60, je pense, mais dans ces On était un eaux-là, paquet, ouais. Mathieu. Ouais, un paquet. Moi, j'aime beaucoup cette solution-là, à titre personnel, Sam, tu le sais bien, parce que déjà, la gamification dans l'éducation, c'est mon dada. Le fait de faire en sorte que on associe plaisir et apprentissage est pour moi quelque chose d'exceptionnel, d'extrêmement important et de vivable, et
Voilà, un développeur qui finit chez Alira doit faire ses preuves chez Node Guardian. Voilà, faut à un moment donné montrer que vous avez appris des choses, que vous avez des bases solides et prenez les steps au-dessus. C'est vraiment la chose importante. Et Mathieu a fait cette expérience-là. Voilà, il est allé parcourir ça. D'ailleurs, en l'occurrence, Mathieu, est-ce que pour le coup, il y a des grades? Est-ce qu'il y a ta fiche de... On a envie de voir ta fiche de perso. Enfin, comment ça fonctionne? Oui, On te bah, laisse je peux la commencer. montrer, oui, On pas de te laisse souci. commencer la visite et montre-nous ton stuff. Ça marche, ça marche. Bon, alors du coup, commençons. Merci Sam, tu as quasiment tout dit, donc il y aura quelques redites. D'abord, une petite présentation rapide de moi. Donc, j'étais élève à l'IRA exactement l'année dernière, en fait, en septembre 2022, donc pour la promo qui arrive. Et dans le réel, en fait, je fais du pentest pour une boîte qui est en Angleterre, aux États-Unis et à Singapour. Et je fais surtout de l'audit de code et de la recherche de vulnérabilité. Et surtout, j'ai découvert Node Guardian l'année dernière et j'ai beaucoup aimé. Euh, donc voilà, d'où la présentation d'aujourd'hui. Et j'encourage les développeurs, les apprenants à l'IRA à aller y faire au moins juste à y jeter un tour. Alors en fait, la question qui se pose, c'est une fois qu'on sort d'Alira. Donc pour moi, Alira, je pense, tu me dis Daniel si tu es d'accord avec ça, mais je compare un peu comme une auto-école. C'est-à-dire qu'on arrive, on a de très bonnes bases pour conduire. Mais une fois qu'on a son permis en poche, bah, il faut faire ses preuves sur les routes. Sur Hmm. le... Donc, du coup, on apprend beaucoup de choses chez Alira. On fait un peu de DeFi, un peu de NFT, etc. Du front, on touche à tout. Mais évidemment, c'est que le début de l'aventure. Et rapidement on se pose la question après. Donc évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont leur propre projet à développer, qui se jettent dessus, mais c'est aussi important de continuer à se former après à l'IRA. Et pour ça, il y a beaucoup de plateformes qui existent, vraiment beaucoup, mais qui sont surtout axées pour débutants. Donc du coup, pour un étudiant à l'IRA, il n'y a pas vraiment de grand intérêt. J'ai fait Crypto Zombie, j'ai regardé aussi la Alchemy School. Et c'est vraiment très simple. Il y a une profusion de vidéos sur YouTube. Et rapidement, en fait, on tombe sur du contenu qui va être assez avancé. Euh, Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'on arrive à un peu, il faut percer le plafond de verre, c'est-à-dire que pour passer du niveau débutant intermédiaire ou jusqu'à expert, c'est vraiment un autre monde qui arrive derrière. Alors, il y a d'autres plateformes qui existent que je suis allé voir aussi. Il y a Ethernaut qui est intéressant, mais qui est maintenant un petit peu ancien, même s'il y a quelques exercices sympas. Them Vulnerable DeFi aussi, qui est pas mal, Capture the If. Mais il y a surtout Node Guardian, et dès qu'on va sur la plateforme, alors je vais faire la pub de Node Guardian, parce que j'ai aucun rapport avec Sam, donc c'est vraiment ce que je pense. Et en fait, une fois qu'on va sur la plateforme, on voit qu'il y a pas d'équivalent, en tout cas à ma connaissance. C'est vraiment un cran largement, largement au-dessus. Petit disclaimer, Node Guardian, donc tout est en anglais, donc il faut être quand même assez confortable avec l'anglais, même si je pense que pour quelqu'un qui a un niveau moyen avec un dictionnaire, ça devrait passer. Alors, présentation de Node Guardian. Je vais aller montrer à quoi ça ressemble juste après. Mais avant, donc comme Sam l'a dit, ça repose sur un système de quête. C'est-à-dire qu'il y a un peu un aspect de gamification qui fait vraiment penser à Donjons et Dragons. Et c'est-à-dire que sur chaque quête, sur chaque mission qu'on doit remplir, on va avoir une petite histoire qui est optionnelle. On peut absolument ne pas la suivre si ça ne nous intéresse pas. Et une fois qu'on remplit cette quête, on va avoir une petite récompense qui va être de l'or. Et avec cet or, on va pouvoir acheter des coffres. Je montrerai ça vite fait après. Donc c'est un système de quête. Et, et sur ce système de quête, je le montrerai aussi un petit peu ensuite, il y a des campagnes qui vont regrouper plusieurs quêtes d'une même famille. Il y avait aussi d'autres choses avant, donc le système de staking. Donc maintenant, je pense que Sam, tu m'as dit tout à l'heure
que vous le mettiez de côté pour éviter de la confusion pour le moment. Et là, en fait, tu as tweeté il y a quelques heures, donc ça va être le mois de Cairo, et donc avec plein de choses intéressantes à aller voir. Alors, il y a plusieurs types de quêtes. Elles ne sont pas toutes les mêmes. Donc, il y a des exercices de développement. C'est-à-dire qu'on va vous présenter un smart contract avec des fonctions à implémenter, avec des objectifs différents. Donc, souvent, ça va être de passer des tests unitaires. C'est là que c'est assez malin. C'est-à-dire que contrairement aux autres plateformes comme CryptoZombie, où on est pris par la main et il faut que la solution qu'on trouve colle exactement avec la solution de la plateforme. Ici, c'est très différent. C'est-à-dire qu'on va vous donner des objectifs et ces objectifs, ils vont passer sous la moulinette de tests unitaires, des tests unitaires publics et aussi des tests unitaires privés. Donc pour les petits malins qui pensaient faire du code juste pour passer les tests unitaires, bah ça va pas être possible. Et il y aura aussi comme mission d'utiliser le moins de gaz possible, donc optimiser un minimum son code pour rentrer dans les clous. Donc ça, c'est les exercices de dev. Il y a des exercices, donc des CTF, Capture the Flag. Donc dans le monde de la sécurité, c'est un exercice qui est très très répandu, où en fait, notre Guardian va déployer un smart contract auquel il va falloir modifier l'état ou voler un asset qui se trouve sur ce smart contract. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a la campagne sur les design patterns au niveau des diamants, on va vous demander d'enlever des facettes. Et notre Guardian va vérifier que le contrat, la facette a bien été enlevée pour passer ces tests. Et il y a aussi un troisième type de quête qui, elle, va être de la lecture, donc de la théorie. Notamment par exemple sur comment est-ce que les layer 2 fonctionnent, les ZK proof, comment elles fonctionnent, ou même les courbes électriques. Et à la suite de cette lecture, on va avoir un petit questionnaire à remplir. C'est une sorte de QCM à choix multiples. Et si on répond bon, évidemment, on passe la quête. Donc, les quêtes sont organisées autour de campagnes, comme je l'ai dit, autour d'un main thème. On va avoir toutes les quêtes sur un type de design pattern. Et il y a aussi, donc, qui est arrivé il y a 6 mois, je crois, à peu près, tout un tas de quêtes en stand-alone qui sont pas du tout à prendre à la légère, qui sont extrêmement intéressantes aussi. Donc je vais en parler un petit peu après, et qui personnellement m'ont tout autant aussi passionné que les campagnes. Il y a plusieurs plateformes, hein. Il n'y a pas que du Solidity, il y a aussi du Cairo. Cairo, personnellement, je ne l'ai pas encore regardé, c'est sur ma to-do list. Donc Solidity, il va y avoir plusieurs thèmes. Donc il y a tout un thème sur l'optimisation de gaz qui peut être vraiment pratique pour tous les développeurs. À peu près plein d'astuces qui vont permettre sur des boucles de gagner un petit peu de gaz, et sur le long terme, on peut vraiment faire des économies intéressantes et avoir des utilisateurs qui restent sur l'utilisation de nos smart contracts parce que c'est pas cher. On va avoir toute une campagne sur l'assembleur Yule, et qui va permettre en fait d'aller assez profondément sur l'étude du memory layout. Je suis désolé pour les anglicismes, j'ai plus l'habitude de lire en anglais les docs techniques qu'en français, donc je ne sais pas exactement comment on dit en français. Et en fait, par exemple, on va vous expliquer en détail un mapping. Qu'est-ce qui se passe exactement en mémoire lors d'un mapping? C'est-à-dire où est-ce que ou même un tableau, comment l'index du tableau est calculé et comment EVM va être capable d'aller retrouver votre information. Et ça va être des connaissances qui sont très intéressantes à apprendre parce qu'elles vont rendre possible la compréhension de d'autres design patterns comme les proxy contracts, les diamonds, ou des usages un peu avancés de storage. Donc, quand vous allez lire du code, vous allez utiliser OpenZeppelin, par exemple, ou pour même d'autres quêtes un peu plus avancées, vous allez comprendre en fait pourquoi on va passer en assembleur pour aller chercher telle ou telle variable, etc. Et aussi pour passer directement via en call data certaines variables, comment les récupérer, etc. Notamment quand on regarde les bridges, le fonctionnement des bridges, il y a plein de choses intéressantes à aller voir là-dessus. Il y a beaucoup de chiffrement aussi.
Donc on voit les courbes elliptiques assez en profondeur, où on va devoir les comprendre, en implémenter. On va devoir les utiliser, évidemment. Enfin, on va les regarder en long, en large et en travers. Il y a aussi toute une campagne qui a été faite par Rect, donc le fameux média qui parle des exploitations des Groak. Et... C'était fait par Rect, on l'a fait. Ah, c'est vous Mais qui l'avez fait, d'accord. oui, Rect nous a accordé beaucoup de soutien, de support, la visibilité. Donc, on est très reconnaissant à Rect pour cette aide-là, mais nous avons produit les challenges. D'accord. Ok, super. Désolé. Non, bonne précision. Et donc, du coup, il y a aussi tout un lot de quêtes en standalone. Alors, il y a vraiment beaucoup de sujets qui sont abordés. Je crois savoir aussi que certaines, ce sont des contributions d'utilisateurs. Euh, je les ai trouvées vraiment passionnantes. Donc, on observe énormément de choses dedans. On peut voir du flash loan. Donc, du flash loan avec. J'ai oublié le IP du flash loan. Enfin, en tout cas, on voit un des standards sur les flash loans. On voit aussi le flash loan avec Uniswap. On voit des attaques basées sur des oracles. On nous demande aussi de casser des RNG, d'implémenter des arbres de Merkel, encore une fois, courbe elliptique. Donc il y a vraiment beaucoup de choses à aller voir et beaucoup de choses à apprendre tout en les faisant. Donc c'est pas juste de la lecture, c'est pas juste euh, théorique, mais c'est aussi beaucoup de pratique. Ce que j'ai beaucoup aimé avec notre Guardian, c'est qu'on n'est vraiment pas pris par la main. Donc encore une fois, comparé aux autres plateformes où on vous, entre guillemets, impose une solution, ici, c'est même tout l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, je comparerais un peu, imaginons que vous soyez un explorateur, on va vous donner une carte en disant, bah voilà, l'objectif à aller chercher, il est en haut de la montagne, voilà une boussole, et maintenant, on se retrouve là-haut. Et donc, du coup, c'est vraiment à nous d'aller comprendre l'objectif et d'y aller chercher. C'est-à-dire que la solution ne nous est jamais donnée. Euh, Souvent, elle est un petit peu détournée, il faut être un peu malin. Faut réfléchir. Et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre en s'exerçant et en étant confronté à des problèmes. Sachant que, évidemment, toutes les quêtes sont faisables. Donc, c'est totalement faisable en se documentant à droite, à gauche, en comprenant par soi-même la problématique, d'y résoudre. Le niveau de difficulté peut devenir assez élevé sur certaines, surtout sur les dernières quêtes. Donc, je conseillerais, si là, il y a des gens qui rentrent chez Alira, même peut-être la suite de la présentation serait peut-être un petit peu compliqué, mais c'est des choses à aller voir après la formation, une fois qu'on a de bonnes bases, et être un petit peu confortable avec l'idée de galérer, de ne pas réussir tout de suite, donc de ne pas se décourager, et puis finalement, la solution vient après quelques jours. De toute Ouais. façon, quelqu'un qui ne supporte pas galérer n'est pas un gamer, hein. À un moment donné, faut dire les choses clairement. D'accord. Donc ce n'est pas pour les joueurs de Candy Crush. Alors, on est sur du hardcore gamer. Moi, j'aime bien. Donc la page donc, de notre Guardian, l'adresse est ici. Donc c'est assez épuré. Pour se connecter, on a besoin juste d'un wallet qu'on peut créer pour l'occasion. Et pareil, un compte GitHub, pareil qu'on peut créer pour l'occasion. J'expliquerai vite fait après comment l'installer vite fait, mais tout est bien expliqué en fait dans les menus. Il y a des aides, etc. qu'on peut voir. Et tout de suite, on arrive donc la page des campagnes et on peut voir par exemple, donc là c'est la première campagne qu'il faut faire, c'est celle qui explique tout simplement comment utiliser la plateforme, euh, les, mettre son GitHub en place et ainsi de suite. Et ensuite, on voit tous les quêtes. Donc là, les quais héros, je les ai pas faites. Et ensuite, on a donc les courbes, les diamants, etc. On peut cliquer dessus. J'en prends une au hasard, voir la campagne. Donc là, on peut voir, il y a toute une histoire qui est assez sympa à lire pour se mettre dans l'ambiance. Et là, en fait, toute cette campagne est basée autour de cette EIP, les diamants et comment les implémenter. Donc, si on regarde la campagne, pareil, petite histoire, des artworks qui me rappellent les nuits que j'ai passées sur Baldur's Gate 1 et 2. Et très rapidement, on arrive donc dans la quête.
petit outil donc, à installer qui va permettre d'aller chercher en local la quête. Ensuite, bah, voilà, les objectifs de la quête. Donc ici, ça va être d'implémenter ces trois fonctions avec des petites aides. Le code, donc le code, il est récupéré via les quêtes et c'est tout. Euh, une fois on va devoir lancer les tests unitaires. Donc, il y a plusieurs familles de tests unitaires. Là, ici, j'ai l'impression qu'il n'y a que deux étapes. Des fois, il y a beaucoup plus d'étapes avant de finir la campagne. Et une fois qu'on a réussi à passer tous les tests unitaires, qu'on a bien implémenté son code, il n'y a plus qu'à envoyer la quête. Donc, tout se passe via GitHub. Et si la quête est terminée, donc là, voilà, on peut voir, il y avait les tests unitaires publics, les tests privés. Et ça arrive, hein, ça m'est déjà arrivé de passer tous les tests publics et puis un fameux test privé qui passe pas. Et là, c'est la galère parce qu'il faut essayer quel cas j'ai oublié dans mon code. Euh, Et donc encore une fois, est-ce oui. qu'il y a la notion, tu sais, de quête principale, quête secondaire, c'est-à-dire que tu valides certaines choses où tu n'as pas besoin de tout valider, ou est-ce qu'en gros il faut que tu coches tout pour arriver au bout? Comment ça se passe? Alors, si tu veux finir la quête, il faut tout valider. Par D'accord. contre, il y a certaines quêtes que j'ai fait un peu dans le désordre. C'est-à-dire que là, il y a l'étape 1 et l'étape 2. Et je galérais sur l'étape 1. Et en regardant l'étape 2, je dis, ouais, bah, ça c'est facile à implémenter, je le fais tout de suite. Et ça permet de se rebooster un peu le moral. Quand tu dis, oh, tu vois, la partie 2, ça y est, je t'ai déjà faite, toi. Euh, donc, voilà, c'est sympa. Et à la fin quand on finit la quête, donc là, dans cette quête, il y avait dans cette campagne, pardon, il y avait plusieurs quêtes, eh bien, on a une récompense en expérience et en or. Donc, les récompenses, donc, on a chacun un personnage. C'est complètement facultatif. J'avoue que la première fois, euh, tiens, je suis déconnecté. La première fois, j'ai pas du tout regardé cet aspect-là. En fait, donc la première fois que j'ai ouvert des coffres, j'avais une tonne d'or, etc. Donc c'est complètement facultatif, mais je me suis pris au jeu. J'ai trouvé ça assez sympa. Donc avec son lore, on peut acheter des coffres. Ici, malheureusement, j'ai essayé de rusher une quête aujourd'hui, mais j'ai pas réussi pour avoir un peu d'or pour vous montrer l'ouverture d'un pack. Mais grosso modo, hein, on achète un coffre, on l'ouvre, ça nous donne des objets. Les objets, quand on en a plusieurs, si on en a 5, on peut les fusionner pour avoir une rareté un peu plus importante. Et une fois qu'on a ces objets, on peut, je crois que c'est là, voilà, s'équiper et puis être joli comme tout sur notre profil. C'est assez sympa. Et puis voilà, il y a aussi le journal statistique donc les quêtes qu'on a fait, les logs, etc. J'ai une question Oui, que Sam pourrait répondre. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, chaque exercice gamifié a tout un lore et toute une narrative avec des personnages, avec des missions et tout. Euh, Comment ça avait été, enfin, comment vous avez fait ça? Est-ce que ce sont des professionnels du scénario qui ont fait ça? Est-ce que c'était des bénévoles développeurs qui ont passé leur vie sur Baldur's Gate et qui ont dit, bah, c'est à mon tour? Parce que il faut quand même que la quête ne soit pas complètement décorrélée du sens, on va dire, un peu sous-jacent de l'exercice. Tu vois, il y a un lien quand même qu'il faut faire pour que les gens s'immergent complètement. Comment tu arrives à faire cette alchimie? Enfin, comment vous avez réussi à faire cette alchimie? À la source de tout le lore et l'univers qu'il y a dans Notre Guardians, il y a une sorte de manifeste, de bouquin qu'on a écrit en interne, de faire presque une centaine de pages, avec une police assez... ouais, quelque chose comme ça, Hmm. qui définit un peu toute l'intrigue, toute la politique, les factions, les relations que ces dernières ont mutuellement, etc., entre elles, les personnages principaux, leurs comportements, leurs traits. Et à partir de cette base-là, on peut dériver des histoires qui vont toujours reprendre ces éléments récurrents de culture, d'univers, etc. Donc, c'est pas écrit au hasard, il y a vraiment une sorte de racine d'éléments qui va marquer le ton, définir un peu voilà, l'intrigue et l'univers de notre Guardians. Ensuite, euh, sur l'équipe d'ingénierie et produits, on est obligé d'être familier avec ce manifeste pour pouvoir proposer des histoires qui sont cohérentes. Mais après, pour l'articulation de cette histoire, la construction de cette dernière,
de façon à ce qu'elle soit engageante ou la plus intéressante possible. On a un writer, en fait, dont l'expertise est d'écrire, donc qui est très familier avec ce socle que l'on a, avec cette histoire, et qui va pouvoir créer des histoires et avoir le bon style littéraire pour les narrer, les proposer de la bonne façon. Et ce qui est assez marrant, c'est que sur une quête A ou une quête B ou une quête C, un personnage que vous trouvez peut revenir, peut être récurrent, et vous pouvez trouver pas mal de détails cachés, d'easter eggs, de références, et voir une progression dans l'humeur de ces personnages, une évolution de leur situation. Et donc, l'idée, c'est que c'est un bouquin dont les pages s'écrivent à mesure que de nouveaux challenges sortent, ou même quand une nouvelle stack est intégrée, il y a tout un changement de plot, d'intrigue qui va affecter l'univers de base. Du coup, je ne vais pas expliquer en détail comment installer la plateforme. Il y a toute la documentation et puis c'est les premières quêtes. Mais grosso modo, c'est juste sur un GitHub. Donc, ça peut être un GitHub tout frais pour l'occasion ou le sien. Créer un repo en privé. Donc, privé, c'est important parce qu'il ne faut pas partager la solution avec tout le monde. Et il faut donc créer un jeton pour que l'outil Quest puisse envoyer du code sur le GitHub et donner l'autorisation sur ce repo uniquement, le repo NodeGuardian et pas tout son GitHub, à NodeGuardian. Voilà. Et ensuite, tout se fait avec l'outil Quest, comme j'ai montré tout à l'heure. Donc, ça permet de lancer des quêtes, envoyer sa solution. Encore une fois, pareil, test privé, test public à passer. Donc c'est assez simple et assez facile à utiliser. Donc voilà, en gros, c'est simple. Pour les CTF, donc les quêtes où il va falloir jouer avec un smart contract, là on a une liberté totale, on fait vraiment ce qu'on veut. Personnellement, donc moi j'ai utilisé Remix et puis beaucoup Forge aussi, enfin Foundry, avec mes scripts pour passer les quêtes. Ce que je conseille aussi, c'est de faire un fork de Goerli. C'est-à-dire qu'en gros, on déploie le contrat de notre Guardian, on fait un fork dessus pour jouer avec, ce qui permet en fait de jouer avec en local, l'explorer un peu, faire sa solution. Et petit conseil aussi, de regarder comment le smart contract a été déployé. Il y a certains exercices où il va falloir se montrer malin et pas regarder que un peu comme un magicien qui vous montre sa main, regarder ce qui se passe derrière son dos. Alors, dans les exemples de quête, je ne vais pas donner la solution de la quête du tout, bien sûr, mais je vais faire un peu ce que notre Guardian a fait avec un exemple de Rect. Donc, en fait, c'est comment un hack qui est arrivé dans le monde réel et comment il a été ensuite transposé dans l'univers de notre Guardian pour qu'on puisse s'amuser et apprendre avec. Donc le hack en tant que tel, c'est celui de Cream Finance. Cream Finance qui est arrivé le 10 février 2021. Donc c'était une attaque de type re-entrancy. Donc s'il y a des nouveaux alériens qui arrivent, là ça va peut-être un peu compliqué, un peu du charabia, mais ça, vous verrez qu'à la fin de la formation, déjà on voit les attaques de re-entrancy. Tout ça devenir beaucoup plus clair. Et en fait, le 10 février 2021, c'est là que Cream Finance a décidé d'ajouter en lending le token AMP. Et je suis allé voir derrière sur la DAO les messages qu'ils avaient. Et c'est dramatique pour eux parce qu'ils ont toute une communication en disant si on n'ajoute pas le token AMP, on passe à côté d'une opportunité. Et malheureusement, c'est ce qui a permis d'exploiter une vulnérabilité qu'ils avaient dans un de leurs smart contracts. Donc, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est qu'une attaque de re-entrancy, c'est assez simple à comprendre finalement. Imaginons qu'on a un contrat où on peut déposer ou retirer des Ethers. Donc, on a une fonction withdraw généralement pour retirer. Et la fonction withdraw, elle va avoir ces étapes-là. Donc, la première étape, c'est qu'elle va vérifier le solde du compte, voir que la personne qui veut retirer ses sous, elle en a. Et ensuite, l'envoi du solde. Et pour finir, il y aura une mise à jour du solde, donc qui va être remis à 0 si on envoie tout.
Malheureusement, si c'est fait dans cet ordre-là et sans vérification, eh bien, il y a une faille de sécurité qui peut être exploitée. C'est-à-dire que si la- le- l'adresse qui a fait une transaction sur Withdraw est un smart contract, eh bien, en fait, il peut faire une boucle, c'est-à-dire qu'au moment où il reçoit son solde, donc là, c'est le smart contract malicieux, il peut refaire une demande de withdraw, et comme le solde n'a pas été mis à jour, et bien du coup, la vérification du solde va passer, il va faire ça en boucle et retirer beaucoup, beaucoup plus d'argent, beaucoup plus d'assets qu'en réalité qu'il ne pourrait le faire. Et vider complètement le smart contract. Donc c'est une famille de bugs, de reentrancy qui est très, très, très répandue sur les smart contracts. Et Crimp Finance en avait une. Quand c'est l'ordre d'envoi d'Ether, eh bien, en fait, si le smart contract malicieux implémente receive ou fallback, par exemple, c'est là qu'elle va pouvoir exécuter du code et refaire un deuxième withdraw, un troisième, un quatrième, etc. Donc, avec de l'Ether, il fait ces deux fonctions-là. Mais si ça se passe avec un token de l'USDC, peu importe, etc., bah, c'est pas possible parce que le ERC20 ne permet pas l'exécution d'un callback sur son smart contract. Donc, ça ne fonctionnera pas. Mais il y a des extensions à ERC20, comme certains ERC 677 qui utilisent... j'ai oublié leur nom, l'oracle le plus connu, le plus utilisé. Chainlink. Oui, merci. Chainlink. Exactement. Donc Chainlink utilise ces jetons-là donc certains de ces ERC peuvent être utilisés pour exploiter la faille ou carrément les ERC 777 dont justement le jeton AMP. Donc la faille était déjà présente chez Crimp Finance, mais elle n'a été rendue exploitable qu'à partir du moment où ils ont ajouté un jeton ERC 777. Erreur. Euh, exactement. Il y a un mème qui est très rigolo là-dessus, enfin très rigolo, je suis désolé pour les gens qui ont perdu de l'argent évidemment, mais où on voit le fameux avec la petite fille là, qui brûle une maison avec un air malicieux, et du coup la petite fille c'est le jeton AMP, et puis Crimp Finance qui a la maison en feu. Alors ça, c'est la vraie faille. Donc dans leur code, c'était le CRET qui permettait de faire un emprunt ensuite, donc d'emprunter des AMP. Et là, on voit qu'il y a le transfert qui est ici. Donc c'est là qu'on reçoit les jetons qu'on a empruntés. Et on voit que le principal et le taux d'intérêt est mis à jour une fois seulement que le transfert a été effectué. Donc on est exactement dans cette configuration-là. Donc, en tant que développeur, c'est vraiment très important lors de l'écriture d'un smart contract qu'on pense à cet aspect sécuritaire. Donc voilà, le principal est mis à jour seulement après, et du coup, ça fait qu'on peut faire une boucle et récupérer avec le même collatéral de départ autant de AMP que l'on veut. La vraie attaque s'est passée comme ça. Donc en fait, l'attaquant a fait un emprunt, un flash loan de 100 wrap Ether avec un contrat A. Ensuite, il a emprunté des CR Ether pour pouvoir avoir un collatéral. Il a exploité la reentrancy en empruntant de AMP, mais cette fois-ci, c'était une boucle. Donc il a vidé le contrat des AMP qui étaient dedans. Et ensuite, il les a juste swappés sur Uniswap contre des wrap Ether, et il a remboursé le flash loan et gardé la différence en AMP. C'était la première attaque, il y en a eu deux en fait, donc si ça vous intéresse, il y a la transaction exactement malicieuse. Et la deuxième, je ne sais pas exactement pourquoi, je pense qu'en fait la pool Uniswap devait être à court de jetons pour finaliser. Et là, il était très malin dans son attaque aussi, c'est-à-dire qu'en fait, il a créé deux contrats. Et quand il a fait son attaque au niveau de sa reentrancy, qu'il a vidé les AMP, il a fait en sorte que le contrat A soit sous-collatéralisé. Et avec les AMP qu'il a volés, il les a envoyés dans un contrat B qui lui a permis de liquider le contrat A, de récupérer le collatéral et de le rembourser. Donc, encore une fois, très malin pour voler tous les AMP et la fameuse transaction. Et maintenant, voilà, donc ça c'était la vraie quête. Donc comment notre Guardian, à partir de là, a fait une quête. Alors, allons voir la fameuse quête. Donc, c'est les quêtes de Rect.
Je n'ai pas encore fini toutes les quêtes de Rect. Voilà. Et là, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que donc il y a une petite histoire et on vous parle de bateaux. Pardon, pas de bateau, c'est la quête d'après les bateaux, d'un vault en fait, le Shark Vault. Et donc du coup sur ce Shark Vault, le contrat Shark Vault, on peut déposer de l'or, retirer de l'or, euh, et avec évidemment on peut pas retirer autant d'or des mers que possible, il y a un ratio. Et en fait, quand on va commencer à regarder en détail, c'est exactement la même configuration, mais dans l'univers de notre Guardian. Et on va devoir, pour résoudre cette quête, on va devoir réaliser un flash loan. Donc là, notre Guardian nous donne l'adresse d'un contrat qui va nous permettre d'emprunter de l'or qu'il va falloir rembourser. Parce que si on ne rembourse pas l'emprunt d'or, bah, la transaction échoue et du coup, on ne repart pas. On va devoir soi-même investiguer qu'est-ce que c'est que ce mystérieux jeton Sea Gold, comment est-ce qu'il est construit, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec. Et là, on a par exemple voilà, le contrat auquel on nous donnait, le Shark Vault, avec des taux d'intérêt de, je crois que c'est 1% par bloc, donc ça monte très vite. Il y a intérêt à rembourser le prêt rapidement. Et voilà. Et là, on a les mêmes fonctionnalités en fait que dans le contrat de Cream Finance. On peut déposer de l'or, on peut retirer de l'or, on peut emprunter du Sea Gold, on peut évidemment repayer son emprunt et liquider une position si besoin. Donc on voit que c'est à peu près la même chose. Et là, on voit le calcul des intérêts, etc. Voilà, donc on arrive. Je vais faire une petite démo. Je vais pas montrer de solution, juste voir comment ça marche, comment moi j'ai travaillé pour cette quête-là. Donc j'ai utilisé Foundry, l'outil. Je sais pas si cette année on le voit en cours, mais Oui, c'est ça toujours le peut cas. être. Ouais, d'accord. C'est très sympa à utiliser. Et là, je vais faire un fork de GoEarly. Donc, il n'y a pas de transactions qui vont réellement partir. Tout se passe en local, mais avec le vrai contrat qui a été déployé par notre Guardian. Et mon smart contract d'exploitation. Donc là, on voit que mon smart contract d'exploitation fait ses transactions sur la chaîne. Et là, on peut voir donc dans les debugs. Donc avant l'exploit, j'avais 0 or, 0 or marin. Le contrat Shark Vault avait, c'est 3000, je crois, 3000 Sea Gold et 0 or. Et là, on peut voir que durant l'exploitation de le Reentrancy, donc j'ai commencé à emprunter 1000 d'or, j'ai fait mes boucles et ainsi de suite. Et à la fin de l'exploitation, donc j'ai les 3000 Sea Gold du smart contract Shark Vault. Et le smart contract Shark Vault n'a plus ses Sea Gold. Et là, l'état du smart contract a été modifié on-chain. Et c'est comme ça que notre Guardian va pouvoir aller vérifier qu'il y a bien 0 Sea Gold sur le smart contract et valider la quête. C'est plus que ça. Mais encore, on peut rien promettre, bien entendu, parce que ce serait un peu. L'idée, c'est qu'on a cet or qui permet d'acheter de l'équipement pour son personnage et qui est vraiment lié à votre identité. Pas le vendre pour du vrai argent ou quoi que ce soit. Mais ça compose une sorte de résumé, de curriculum, en fait, on-chain à terme. Et donc, il y a un monde où vous pouvez utiliser ça pour faire valoir vos compétences auprès d'une entreprise qui vous intéresse ou autre. Alors, il faut bien sûr qu'elle accepte cette preuve de compétence comme quelque chose de valide, d'intéressant, bien entendu. Il y a tout un travail à faire là-dessus. Je pense que la route va être longue pour que les skills Node Guardian soient acceptés comme, par tout le monde, tous les acteurs de l'écosystème. Et d'autres choses que l'on explore en ce moment, par exemple, sur le challenge qui s'appelle Self-Hosted EVM, où vous devez implémenter une EVM au-dessus de l'EVM, on part du postulat que si vous complétez ce challenge, vous êtes familier avec les subtilités de la machine virtuelle d'Ethereum. Donc si vous faites partie des 5 premiers solvers, 5 premières personnes à avoir trouvé la solution du challenge, et que vous consentez à être mis en relation avec le projet Kakarot, par exemple, qui construit une ZKEVM en Cairo sur Starknet, eh ben, vous pouvez être mis en relation avec l'équipe et contribuer sur du code open source critique ou même obtenir un job. Tout ça dans un environnement qui est sans friction, etc. C'est, on va dire, assez
vous êtes en contact direct avec cette équipe-là. L'idée, c'est de généraliser ce concept à d'autres projets de l'écosystème qui sont intéressants sur différentes verticales, différents patterns, différentes méthodes, et aussi créer des choses rétroactives. Par exemple, si vous êtes niveau 10, vous avez un ticket pour Yves Global, vous avez un ticket pour ce hackathon sans passer par la billetterie. Vous avez par exemple peut-être un grant qui va être rétroactif et qui va être ouvert d'emblée à toutes les personnes qui sont déjà niveau 5. Ça, c'est les différents efforts, les différentes, on va dire les différents efforts que l'on mène pour donner un peu plus d'importance à ce progrès dans le jeu. Au-delà du simple aspect de vanité, de rang, etc., au sein de cet univers-là, de cette plateforme, l'idée, c'est vraiment de pouvoir offrir des opportunités, des choses tangibles. Mais voilà, on promet rien. Peut-être que ça ne mènera à rien ou quoi que ce soit. Je préfère être honnête avec vous. Mais c'est l'objectif. C'est ce que l'on essaye de faire. Et je voulais juste ajouter ce petit détail, cette petite remarque. Au-delà du simple aspect jeu, il y a une vision, une idée qui consiste à faire en sorte que vos efforts puissent vous servir à faire des choses dans cet écosystème-là, dans la crypto, pardon. Et au-delà de l'aspect récompense et tout l'aspect reconnaissance de la récompense, je pense que tu skills de ouf en fait. Dire ça à un moment donné, parce que la théorie de la retrancy c'est ça. Après, trouver un cadre où tu peux la En tester, tu peux 2023. l'avoir en vrai, waouh, tu vois, c'est En pas... 2023, juste du Oui. savoir, etc. Tout le monde a un ADHD, c'est bon là. En fait, c'est pas assez. Faut pas arrêter de m'emmerder. Du savoir gratuit, c'est pas assez. Non, Oui. il faut pas trouver d'autres mécanismes et d'autres incentives. Mais par contre, c'est pas un learn to earn. Et on a fait un choix aussi de communication, même si peut-être qu'il y a des challenges qui sont liés à une récompense financière ou autre, on peut rien dire. On ne veut pas mettre en exergue cet élément-là. Parce qu'on pense que ça attirerait, ça pousserait les gens à avoir des comportements. En fait, on perd l'intérêt authentique de la personne envers le challenge, le concept même. Voilà. L'idée, c'est vraiment de cacher tout cet aspect-là pour cultiver vraiment cet intérêt authentique, on va dire ça.